Donc, rebonjour. Donc, vous allez avoir, comme j'ai annoncé, un séminaire sur l'ozone. Donc, Sophie Gaudin-Beckmann est actuellement directrice de l'IPSL. L'IPSL, en fait, c'est la Fédération des laboratoires de la région parisienne qui travaille sur le climat et l'environnement, dont mon laboratoire, mon laboratoire, le LSCE, est un des laboratoires de la Fédération IPSL. Mais donc être directeur de l'IPSL, c'est un peu l'accomplissement, ça peut être vu comme l'accomplissement d'une carrière très complète. Donc Sophie Gaudin-Beckmann, c'est d'abord une chercheuse, spécialiste de l'ozone, je vais y revenir dans un instant. Elle a eu une activité de recherche vraiment très, très active, avec plus de 150 publications, mais aussi des activités d'enseignement, en particulier à l'université Pierre et Marie Curie, qui est juste à côté. Mais elle a eu aussi plusieurs périodes de sa carrière à l'INSU. L'INSU, c'est le département du CNRS qui s'occupe de tout ce qui est sciences de l'univers. Et Sophie a été, entre autres, directrice adjointe scientifique dans ce département du CNRS. Donc Sophie, vous êtes ici et je vous en remercie pour parler de l'ozone, de l'affaire du trou d'ozone, qui était finalement la préoccupation environnementale principale dans les années 90. Je pense que c'est difficile de trouver en France une personne qui est plus adaptée pour parler de ce sujet. En plus du fait que la plus grosse partie de l'activité de recherche de Sophie Gaudin-Beckmann a été focalisée justement sur l'ozone, sur la mesure de l'ozone par l'IDAR, sur l'évaluation des impacts sur la santé, sur la compréhension, sur la modélisation des processus qui justement régulent la quantité d'ozone dans la stratosphère. Et donc c'est un peu dans ce cadre aussi qu'elle a été secrétaire et maintenant présidente de la commission internationale sur l'ozone. Et donc c'est sans surprise que Sophie est citée dans le Montréal Protocol Who is Who. Et donc on m'a dit que vos séminaires sont toujours vraiment passionnants, et donc moi je me réjouis de vous écouter sur ce sujet. C'est un sujet qui est particulièrement intéressant aujourd'hui dans le cadre du changement climatique, parce que c'est un exemple où les scientifiques ont alerté sur le fait qu'il y avait un problème environnemental, que cette alerte des scientifiques ont été entendue finalement par les politiques, que les politiques ont pris des mesures, les politiques se sont retournés vers les industriels pour essayer de trouver des solutions, et des solutions ont été trouvées. On aimerait bien que ce soit qu'on trouve les mêmes solutions pour la problématique du changement climatique, mais c'est plus difficile. Donc Sophie, merci beaucoup. Et donc, voilà, the floor is yours, comme on dit. Merci beaucoup pour cette introduction. J'espère que vous avez encore de l'énergie pour écouter ce séminaire après la leçon très détaillée que François-Marie a faite, mais en même temps, tu as introduit un certain nombre de concepts, donc comme ça, je vais pouvoir aller plus vite. Et voilà, donc je vais vous parler de la couche d'ozone et comment effectivement nous avons agi, et parce que la couche d'ozone, c'est quand même un élément vital pour la vie sur Terre, et donc on a eu une première alerte. C'est un peu l'événement pionnier d'une alerte environnementale sur lequel on a pu agir, et en plus on a contribué à protéger le climat. Donc ça, c'était ce qui n'était pas forcément attendu au départ et qu'on a découvert par la suite. Voilà. Donc quand même, pour remettre un peu les choses en place, la couche d'ozone fait partie, et le protocole de Montréal fait partie de ce qu'on appelle les limites planétaires, puisque ces limites planétaires, c'est ce concept qui montre les problématiques environnementales qui mettent en danger la vie sur Terre. Donc la couche d'ozone fait partie de ces limites planétaires, et contrairement à d'autres limites planétaires que vous voyez ici à droite, en fait, elle est plutôt en deçà, et on voit qu'on a commencé à résoudre ce problème grâce au protocole de Montréal, donc je vais en dire un peu plus après, qui est un accord international qui a été signé en 1987 et qui avait pour objectif d'éliminer progressivement les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Donc ça s'est fait progressivement, comme vous voyez, il y a assez peu de pays qui ont signé au départ. Il fallait qu'il y en ait 24 pour que ça puisse rentrer en vigueur, donc c'est rentré en vigueur en 1989. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment le protocole environnemental qui a le plus de succès, parce qu'il est ratifié universellement. Alors, qu'est-ce que la couche d'ozone? Donc, François-Marie en a parlé déjà, donc je vais passer rapidement. Donc, l'ozone, c'est un composé atmosphérique formé de 3 atomes d'oxygène
qui est très minoritaire, comme tu l'as mentionné, François-Marie, qui a au maximum 8 à 10 molécules d'ozone sur 1 million de molécules d'air, donc on est dans la catégorie des ppm. 90% de l'ozone se trouve dans la stratosphère, donc c'est là où ce qu'on appelle la couche d'ozone, avec le rôle protecteur de l'ozone. 10% dans la troposphère. Alors il faut savoir aussi que l'ozone dans la troposphère contribue à l'effet de serre. Et puis il y a le très mauvais ozone qui est au niveau du sol, puisque l'ozone c'est un oxydant encore plus puissant que les autres oxydants et qui finalement cause des problèmes de santé, des problèmes pulmonaires assez importants et qu'on doit pouvoir réduire. Alors pourquoi est-ce que l'ozone est vital pour la vie sur Terre? Eh bien parce qu'il filtre les rayonnements, une partie du rayonnement UVB solaire, donc dans la gamme de 280 à 315 nanomètres. C'est le seul élément qui filtre ce rayonnement ultraviolet. Et on sait que le rayonnement ultraviolet, il cause des lésions, si on en a trop, il cause des lésions de l'ADN, des cancers de la peau. Il peut causer aussi des problèmes de cataracte oculaire et puis il altère aussi les écosystèmes. Alors, comme l'a montré aussi François-Marie, en fait, l'ozone est arrivé assez tard dans l'atmosphère. Donc, tu as parlé de la catastrophe de l'oxygène. En fait, il se trouve qu'à partir du moment où l'oxygène est apparu dans l'atmosphère, l'ozone s'est formé il y a à peu près 600 millions d'années. Et en fait, c'est grâce à l'apparition de l'ozone dans l'atmosphère que la vie a pu sortir des océans. Parce que sinon, avant, le rayonnement UV était trop important et les organismes ne pouvaient pas survivre à la surface. L'ozone est aussi responsable du gradient positif de température dans l'atmosphère et dans la stratosphère, en fait. Alors, l'ozone, c'est aussi un gaz qui a un équilibre très fragile dans l'atmosphère. En fait, donc, comme je l'ai dit, c'est des parties par million. Il est produit dans la haute atmosphère par la photodissociation de l'oxygène moléculaire par le rayonnement UV du Soleil. Et puis, donc ça forme un atome d'oxygène et une molécule d'oxygène et qui se recombinent pour former de l'ozone. Et cette production est compensée par des réactions qui impliquent des composés très minoritaires via des cycles catalytiques. Et c'est ça un peu la cause du problème, c'est ça qui explique pourquoi des composés industriels peuvent avoir un effet sur l'ozone. Alors vous voyez les cycles catalytiques ici. En fait, ça explique un peu... alors, voilà. En fait, c'est ce type de réaction ici, où on voit l'ozone qui réagit avec un composé très réactif, qui va former un composé oxydé de ce réactif avec de l'oxygène. Un atome d'oxygène va réagir avec ce composé oxydé pour reformer le composé initial et produire de l'oxygène. Donc ça, c'est une des différents types de réactions. Ça peut être aussi, dans ce cas-là, ça peut être aussi l'ozone en fonction de l'altitude. Mais enfin, globalement, c'est ce type de réaction qui existe et qui a pour bilan que finalement, on a un atome d'oxygène qui va réagir avec une molécule d'ozone pour former de l'oxygène. Et ça se fait par le biais de ces différents éléments qui sont en fait des éléments d'un certain nombre de familles. Donc François-Marie a parlé des différents gaz traces dans l'atmosphère. Donc il y a les composés azotés, les composés chlorés, les composés hydrogénés, les composés bromés aussi. Et donc tous ces composés, en fait, ils sont issus de gaz sources. Donc le protoxyde d'azote dont François-Marie a parlé, le méthane, la vapeur d'eau, et puis d'autres gaz, des gaz chlorés et bromés, et puis des gaz industriels dont je vais parler. Et en fait, ces réservoirs, ces cycles catalytiques, finalement, la chaîne, en fait, ça forme des chaînes catalytiques, à peu près, on peut dire que c'est de l'ordre de 1000 chaînes catalytiques à peu près. Et en fait, le cycle s'arrête parce qu'il y a aussi la formation d'espèces réservoirs dans l'atmosphère.
Et c'est là où on voit que l'ozone est contrôlé par des éléments qui sont 1000 fois moins abondants que lui-même, donc qui sont de l'ordre du partie par milliard, le ppb. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'ozone, il y a un certain nombre de mécanismes qui l'affectent. Il y a les mécanismes chimiques, mais il y a aussi les mécanismes dynamiques. Et en fait, l'ozone est principalement produit aux tropiques, là où le soleil est le plus intense. Et puis, la circulation atmosphérique dans la stratosphère, qui est une circulation méridienne, va distribuer l'ozone, va le redistribuer vers les pôles. Et c'est ce qui explique pourquoi, finalement, la quantité intégrée d'ozone est plus importante au niveau des pôles, ce que vous pouvez voir ici, qu'au niveau des tropiques. Et cette circulation atmosphérique, elle est plus importante en hiver qu'en été. Et donc, c'est pour ça qu'on a des concentrations plus importantes, en fait, des contenus intégrés plus importants d'ozone au pôle en hiver qu'en été. Et en fait, il se trouve que là, vous voyez déjà l'apparition du trou d'ozone, mais donc les processus en fait, de perturbation de la couche d'ozone ont un peu déséquilibré ces concentrations, en particulier au printemps. Vous voyez aussi ici les profils d'ozone en fonction de la latitude. La couche d'ozone est plus élevée aux tropiques parce que la tropopause, donc la limite entre la troposphère et la stratosphère, est plus élevée dans les tropiques. Et elle est plus basse dans les latitudes moyennes et polaires. Alors, il y a eu des premières alertes sur la couche d'ozone, donc c'est une histoire qui remonte à quand même pas mal de temps. En fait, la connaissance sur l'ozone a pris environ 50 ans. Il y a eu des premiers mécanismes qui ont été présentés par Chapman, qui est un chimiste anglais qui a montré que l'ozone était formé dans la stratosphère. Puis après, la connaissance sur ces différents cycles catalytiques s'est construite au cours du temps, avec des propositions de composés atmosphériques qui pouvaient rentrer dans ces cycles catalytiques. En particulier, Paul Crutzen, dont vous avez sans doute entendu parler, c'est lui qui a proposé que les oxydes d'azote pouvaient aussi rentrer dans ces cycles catalytiques. Et puis, dans les années 70, on s'est rendu compte aussi que les composés chlorés aussi pouvaient rentrer dans ces cycles catalytiques. Et c'est là où on a eu les premières alertes, parce que, en fait, alors, dans les années 70, en fait, on a pensé qu'une flotte d'avions supersoniques, dont il y avait vraiment des projets très importants de développement d'avions supersoniques, et il y a eu toute une controverse à l'époque qui a montré que ça pouvait détruire la couche d'ozone. Donc finalement, le projet a été abandonné, sauf donc le Concorde, qui était un avion franco-britannique et qui a volé jusqu'en 1999, date à laquelle il a eu un accident. Et donc, un des articles importants qu'il faut mentionner ici, c'est l'article de Molina et Roland sur le fait que les chlorofluorométhanes, qui sont en fait des gaz industriels, pouvaient détruire l'ozone par ces processus catalytiques. Et donc, après ça, après cette première alerte, il y a eu une interdiction d'un certain nombre, plutôt des sprays aérosols par les États-Unis, la Suède et le Canada. Donc ça a eu un premier effet sur le fait que la société a commencé à agir pour la couche d'ozone. Alors, quelles sont les substances qui appauvrissent l'ozone, ce qu'on appelle les SAO en français et ODS en anglais? Donc, ce sont premièrement les chlorofluorocarbures qui ont été brevetés en 1928 par la compagnie DuPont, qui a été rachetée après par Monsanto, etc. Donc, DuPont n'existe plus. Mais à l'époque, jusque dans les années 70, il y avait DuPont de Nemours. Et c'est eux qui ont commencé à fabriquer les premiers CFC. Ça s'appelait les fréons à l'époque, donc le CFC11 et CFC12, et puis un certain nombre d'autres gaz après. C'était des gaz qui étaient considérés comme extrêmement intéressants pour l'industrie chimique, très faible toxicité, stabilité élevée, bon transfert de chaleur, pas de problème de production, enfin vraiment une production très sûre. Et donc on s'est dit, c'est très intéressant à produire ces gaz, et on a essayé de trouver un certain nombre d'applications. Et les applications les plus importantes de l'utilisation de ces gaz, c'est la réfrigération, la climatisation, les mousses isolantes. Voilà, donc c'était considéré ce qu'on dit wonder chemicals.
Et donc, ils ont aussi, de leur grande stabilité, une très longue durée de vie dans l'atmosphère. Et donc, par là même, ils sont transportés jusque dans la stratosphère, puisqu'en fait, les mouvements atmosphériques font que les gaz pénètrent dans la stratosphère au niveau des tropiques, et là, ils se mélangent dans la stratosphère. Alors, il y a une autre catégorie de gaz, qui sont les halons, qui sont des gaz bromés. Et donc, les principaux halons, ce sont les halons 12,11 et 13,01, et eux, leur principale application, c'est d'être des extincteurs de feu. Il y a aussi des sources naturelles de chlore et de brome dans la stratosphère. Il y a le chlorure de méthyle et le bromure de méthyle qui sont émis essentiellement par les écosystèmes océaniques et terrestres. Alors, il se trouve qu'on a finalement augmenté, à l'heure actuelle, enfin, au moment du maximum, on a multiplié par 5 les composés chlorés dans la stratosphère. Donc, finalement, le chlorure de méthyle ne représente plus que 20%, alors que le bromure de méthyle, lui, par contre, les sources naturelles sont suffisamment importantes pour qu'il y ait en fait moitié-moitié entre les sources anthropiques et les sources naturelles. Donc voilà l'évolution en fait de ces composés au cours des années. Donc on voit le premier pic ici dans les années 70. Et puis ensuite, après, ce qui s'est passé, c'est que finalement, la connaissance de la chimie atmosphérique s'est affinée. Il y a eu des modèles, des ordinateurs qui se sont développés, etc. Donc on a raffiné les modèles. Et avec les connaissances de l'époque, on s'est rendu compte que finalement, ces composés chlorés, halogénés, leur impact, surtout les chlorés, leur impact était beaucoup plus important à 40 km d'altitude, là où il y a très peu d'ozone. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est l'évolution de la perte d'ozone en fonction des années, enfin de la connaissance. Et donc, au début des années 70, on pensait que c'était 15%, puis après, c'est diminué. Ce qui fait que finalement, on s'est dit, bon, bah, c'est pas un problème. Oui, on détruit un peu d'ozone à 40 km, mais ça n'engage pas la vie sur Terre, et donc on a repris la fabrication de ces gaz. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'on a signé la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, et il y a ce gros rapport sur les connaissances actuelles sur l'ozone qui est paru en 1985. Et là, les choses vont s'accélérer, en fait. Enfin, c'est assez intéressant de voir comment, en quelques années, finalement, le paysage va complètement changer. Donc, en 1985, donc, signature de la Convention de Vienne, parution du rapport sur la connaissance sur l'état, sur la couche d'ozone. Et la même année, il y a un article qui paraît. Donc cet article ici, là, qui a fait beaucoup de bruit, de Farman et al., ce sont des Anglais du British Antarctic Survey qui ont fait des mesures à A et B. Ils l'avaient fait depuis la fin des années 50, parce que dans les années 50, à la fin des années 50, il y a eu l'année polaire internationale, et les scientifiques ont dit, bah, tiens, on va installer un instrument pour pouvoir mesurer l'ozone en Antarctique. Donc il y avait eu d'autres stations aussi, mais c'est là où les mesures ont été les plus continues. Et je voudrais souligner aussi pourquoi l'intérêt de ces mesures à long terme, parce que en fait, donc, ils ont mesuré l'ozone comme ça, par pur intérêt scientifique. Et au cours des années 70, au mois d'octobre, ils se sont rendus compte que l'ozone diminuait, la quantité d'ozone qu'ils mesuraient au-dessus de leur tête diminuait, et ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi. Donc ils ont mis en cause leur instrument, ils l'ont renvoyé en Angleterre, il est revenu. À l'époque, les choses allaient beaucoup plus lentement que maintenant, donc l'instrument est revenu, il mesurait toujours la même chose. Donc finalement, Farman et ses collègues ont publié cet article, et en mettant en cause en fait les composés chlorés. Mais dans cet article, il n'y a aucune preuve du fait que ce sont les composés chlorés qui sont responsables de la destruction d'ozone. Au même moment, il y avait aussi des mesures à long terme dans une station japonaise, et cette fois-ci, c'était des mesures de sonde, par ballon-sonde. Et là, ce qui a été montré, donc c'était très bizarre aussi, et la personne n'a pas expliqué. Enfin, l'article de Shubashi a été beaucoup moins
popularisé, vulgarisé, parce qu'il a juste dit qu'il y avait des mesures un peu bizarres et des quantités très faibles d'ozone qui étaient mesurées là où, normalement, il devait y avoir le maximum d'ozone. Et donc là, ça a été vraiment une grosse surprise, parce que personne ne comprenait pourquoi l'ozone pouvait être détruit dans la basse stratosphère, là où il est au maximum. Et donc, après, on se posait la question, parce que à la fin des années 70, on a lancé les premiers satellites pouvant mesurer l'atmosphère, et donc l'ozone en particulier. Et les satellites ne disaient rien. La NASA n'avait pas alerté sur ce phénomène. Et donc, en fait, non. Pourquoi? Parce que les mesures satellites, finalement, étaient considérées comme aberrantes. En fait, ils avaient mis un filtre, et puis si les mesures étaient trop faibles, ils ne considéraient pas ces données. C'est pour ça que dans un système de mesure, de compréhension de l'atmosphère, il faut des satellites, mais il faut aussi des instruments sol qui permettent d'ancrer vraiment les mesures pour être sûr que, finalement, les algorithmes ne sont pas erronés. Donc, une fois qu'ils ont eu l'article de Farman, ils ont repris leurs mesures. Et c'est là où ils ont pu montrer les images du trou d'ozone. Donc ça, c'est les premières images du trou d'ozone. Et ce qu'on a pu constater, c'est que non seulement l'ozone était détruit au niveau du maximum, mais en plus, la destruction d'ozone, elle était très importante. Elle couvrait pratiquement tout le continent antarctique. Et donc là, c'était un peu la bombe pour les chimistes de l'atmosphère. Voilà, donc cette image du trou d'ozone après a été reprise par les médias, et c'est ce qui a fait aussi un peu rétrospectivement le succès enfin le succès entre guillemets, disons, de la vulgarisation. Ça a frappé les images, on s'est dit on est en train de faire un trou dans la couche d'ozone. En réalité, ce n'est pas vraiment un trou, c'est une diminution de l'épaisseur, un amincissement de la couche d'ozone, mais c'est quand même une image très frappante. Alors, comment est-ce qu'on a réussi à élucider ce problème? Et ça, pareil, c'est passé très très vite. Donc, il se trouve qu'avant 1985, toute la théorie sur l'évolution de l'ozone était fondée sur la chimie en phase gazeuse. En Antarctique, on observait des taux de perte de l'ozone de 5% par jour qui n'étaient pas explicables par cette théorie. Et donc, il y a eu un certain nombre d'hypothèses qui ont été formulées, en particulier celle qui a été formulée par Susan Solomon sur le fait que des réactions chimiques à la surface des nuages stratosphériques polaires pouvaient activer les composés chlorés. Et une deuxième en complément, qu'il pouvait y avoir des cycles catalytiques très rapides qui pouvaient détruire l'ozone. Et finalement, il y a eu des mesures qui ont été faites, et c'est là où il y a eu une preuve scientifique qui a été indubitable. Un avion ER-2, en fait, qui étaient les anciens avions américains, qui volaient à 18 km d'altitude à peu près, il est parti de Punta Arenas, ici, et il a volé vers l'Antarctique. Et il a montré qu'au mois d'août, en fait, on avait effectivement une augmentation du chlore actif, qui est représenté ici par le monoxyde de chlore, en allant vers les pôles. Par contre, l'ozone restait relativement constant. Et au mois de septembre, donc ça c'est cette partie d'activation, et au mois de septembre, par contre, là, on voyait bien une anticorrélation parfaite entre l'augmentation des composés chlorés et la diminution du chlore, avec des anticorrélations presque parfaites. Donc ça a été vraiment une preuve assez indubitable. Et voilà, donc là j'explique un peu, de façon un peu plus détaillée, ce qui se passe, c'est que en fait, au cours de l'été, à l'automne, le soleil disparaît progressivement de l'horizon, au-dessus des pôles de l'Antarctique, et donc il y a la nuit polaire. Et là, ça se refroidit énormément, ça atteint des températures de l'ordre de moins 80 degrés Celsius. De ce fait-là, il y a un vortex polaire qui se forme dans la stratosphère et qui isole les masses d'air des régions avoisinantes. Donc les masses d'air qui sont isolées, elles vont se refroidir encore davantage. Il va y avoir ces nuages qui vont se former. Il faut savoir aussi que c'est le seul endroit de la stratosphère où il y a des nuages, parce que la stratosphère est une région très sèche, il n'y a pas de nuages dans la stratosphère. Et donc, mais seulement dans des conditions très spécifiques de la stratosphère polaire, on a formation de ces nuages. Et à ce moment-là, donc, du fait de ces nuages et de l'augmentation aussi des composés chlorés, donc on a l'activation des composés chlorés.
Voilà, donc formation, activation des composés chlorés. Ensuite, au printemps, le soleil réapparaît et il y a destruction de l'ozone. Donc là, vous voyez des mesures qui ont été faites mais on voit vraiment la disparition complète de l'ozone entre 15 et 25 km à peu près. Et voilà, le trou d'ozone, en fait, il est maximable. Donc là, vous voyez une image du trou d'ozone au mois d'octobre. Donc les ingrédients pour la formation du trou d'ozone sont une augmentation de l'abondance des composés chlorés et bromés, donc chloré x5, comme je l'ai dit, des masses d'air polaire isolées en hiver par le vortex polaire qui, lui, est naturel, formation de ces nuages qui sont naturels, et les températures très basses, qui vont entraîner la formation des PSC et l'activation des chlores. Donc en fait, on a la conjonction de plusieurs mécanismes, des mécanismes complètement naturels, mais le fait d'avoir augmenté les composés chlorés, on a finalement un phénomène qui a commencé à se produire, un effet de seuil en fait, sur l'évolution de la couche d'ozone. Donc là, on a commencé à agir très rapidement, ça a beaucoup chamboulé la communauté. Donc là, vous voyez les différentes actions qui ont été faites, les différents rapports. Il y a eu un certain nombre de rapports qui ont été faits. Donc 1985, Convention de Vienne, 1987, signature du protocole de Montréal, donc 2 ans après l'apparition de l'article. Et ce protocole, en fait, a pour objectif de réglementer, d'interdire les substances appauvrissant la couche d'ozone. Il se trouve que, alors voilà, donc le protocole de Montréal, j'en parlais un peu plus, signé en 87, entré en vigueur en 89, donc réglementation des substances appauvrissant la couche d'ozone, avec aussi, et ça c'est important à souligner, un calendrier différencié suivant les pays, parce qu'on considérait qu'il y avait des pays qui étaient responsables du phénomène, qui impactaient toute l'humanité, et d'autres qui n'étaient pas responsables. Donc, c'est ceux qu'on appelle les pays de l'article 5. Un fonds multilatéral pour aider ces pays de l'article 5 à arrêter les émissions de SAO, surtout en Chine, par exemple, ceux qui sont... les émissions sont liées au fait qu'on va finalement fabriquer des réfrigérateurs, etc. Puis les gaz vont finalement se diffuser dans l'atmosphère. Ensuite, le protocole stipulait qu'il fallait qu'il y ait des rapports réguliers d'évaluation de l'état de la couche d'ozone. Et ça a permis l'évolution du protocole aussi, parce que c'était un protocole évolutif qui a été appelé science-driven. Ça veut dire qu'il évoluait en fonction des résultats de la communauté scientifique. Et ce protocole, il a en fait servi d'exemple à la création du GIEC en 1988 pour le suivi du changement climatique. Et donc, vous voyez ici les différents amendements en fonction des différents rapports que je vous ai montrés. Au départ, en fait, donc les chlores, ils auraient augmenté, enfin, la charge en chlore aurait augmenté de cette façon, de façon presque exponentielle. Montréal, finalement, ne faisait pas diminuer la charge en chlore. C'était une première réglementation. Puis après, au fur et à mesure, donc on a eu Montréal 87, Londres 90, donc là, on avait un effet plus important, et puis après Beijing et Copenhague, où finalement on arrive au fait qu'on doit vraiment faire diminuer la concentration de chlore dans la stratosphère. Et là, vous voyez les calendriers différenciés pour les CFC, avec en bleu les pays non de l'article 5, donc les pays développés, nous, où finalement les principaux CFC ont été interdits dès janvier 1996. Et puis, par contre, janvier 2010 pour les pays de l'article 5. Donc, ça veut dire que depuis 2010, ces CFC sont complètement interdits d'émission. Alors, on a promu des substituts pour pouvoir continuer à produire des gaz fluorés pour la climatisation, mais qui étaient considérés comme moins graves pour la couche d'ozone. C'est les HCFC, puisque c'est des gaz qui ont une durée de vie moins longue dans l'atmosphère et qui peuvent être détruits et qui ont un pouvoir de destruction d'ozone moins fort. Et là, vous voyez aussi, pareil, comme ils détruisent quand même la couche d'ozone, on a établi un calendrier pour leur élimination progressive de l'atmosphère, donc déjà 2020 pour les pays développés, et puis 2040 pour les pays de l'article 5, dont la Chine fait partie toujours. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, la diplomatie. Le temps de la diplomatie est beaucoup plus long que celui de la science. Alors, il y a eu aussi quand même une controverse
Et ça, on l'a un peu oublié, mais c'était la même que celle qu'on voit pour le changement climatique, sauf que cette controverse, finalement, elle a duré peu de temps, parce qu'on a apporté une preuve quand même, et après, les résultats, il y avait un tel consensus au niveau scientifique que il n'y avait pas de raison de questionner en fait, les résultats, mais enfin, vous voyez quand même, il y a eu un certain nombre de livres qui sont parus. Quelqu'un comme Arun Taziev aussi s'est engagé dans cette polémique. Voilà. Bon, je n'ai pas le temps de développer ici, mais c'est aussi intéressant de voir comment les choses peuvent se développer et se répéter ensuite pour différentes problématiques environnementales. Alors, qu'est-ce qui se passe en Arctique et à l'échelle globale? Donc, en Arctique, en fait, comme François-Marie l'a dit, il y a beaucoup plus de terre, et donc les mouvements atmosphériques sont beaucoup plus intenses dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Et donc, le vortex polaire se forme. Il y a aussi, pareil, la même chose. Le soleil disparaît, le vortex polaire se forme. Mais comme il y a beaucoup plus de mouvements atmosphériques, en fait, ce vortex est plus chaud et beaucoup plus variable, donc vous le voyez ici, et les températures seuil pour la formation des nuages stratosphériques polaires, elles sont pas toujours franchies suivant les hivers. Et puis, dans les régions extrapolaires aussi, on a constaté, et ça François-Marie l'a montré, aussi une destruction de l'ozone, parce qu'il y a aussi du chlore, mais le chlore est beaucoup moins actif, il n'est pas activé comme dans les régions polaires. Et puis, il y a aussi la dilution de la destruction polaire vers les régions de moyenne latitude, lorsque le vortex polaire se rompt après en été, puisque à un moment donné, les mouvements atmosphériques sont tellement, grâce à l'apport du soleil, du rayonnement solaire, en fait, les mouvements atmosphériques sont très intenses, donc le vortex commence à bouger, puis après il se rompt et les masses d'air appauvries en ozone sont diluées dans les deux hémisphères. Donc on a mis en place des programmes de surveillance de l'ozone avec des instruments sol, des lidars, des ballons sondes, beaucoup de satellites aussi. Et c'est cette complémentarité qui est extrêmement importante parce que les satellites donnent la couverture globale, mais les instruments sol permettent la continuité et d'ancrer les différentes missions satellites les unes par rapport aux autres. Et vous voyez ici la station du Mont d'Urville où j'ai d'ailleurs installé un lidar à cette époque-là. Donc, quel est l'état de la couche d'ozone maintenant, 37 ans après la signature du protocole de Montréal? Donc, on peut voir que le protocole a du succès. On voit bien une diminution des différents CFC. Alors, on les compare, c'est un peu comme le CO2. En fait, nous, l'étalon, c'est le CFC 11. Et donc, on les calcule en équivalent CFC 11. Donc on voit bien la diminution des émissions. Par contre, au niveau de la charge en chlore dans la stratosphère, là c'est beaucoup plus long, justement à cause de ces problématiques de durée de vie de ces différents gaz. Et donc on pense qu'on devrait revenir à des valeurs qui sont de l'ordre de 3 ppb vers cette période-là à peu près. Et en fait, tout ça, c'est pour souligner que finalement, on a causé une perturbation. Les effets se sont fait ressentir assez rapidement, finalement. Et puis maintenant, pour évacuer cette perturbation de l'atmosphère, ça va prendre des décennies. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important à souligner. Le trou d'ozone antarctique. Alors, on entend souvent, oui, ça y est, le trou d'ozone s'est refermé, etc. Non, en fait, il ne s'est pas refermé. Il se forme encore tous les ans. Et donc vous voyez son évolution. Donc là, il n'y avait pas de trou d'ozone dans les années 70. Et puis après, on a commencé à voir le trou d'ozone. C'est les valeurs qui sont en violet, parce qu'on considère que le trou d'ozone, c'est des valeurs d'ozone qui sont inférieures à 220 Dobson unit, qui est la mesure de concentration d'ozone. Et donc là, on savait déjà que au-dessus de l'Antarctique, en fait, du fait de la formation du vortex polaire, il y avait moins d'ozone et l'ozone avait tendance à s'accumuler du fait des processus dynamiques à la limite du vortex. Mais après, on voit qu'on commence à creuser un peu et puis, donc voilà, les différentes trous d'ozone. Vous voyez ici la taille du trou d'ozone. Donc il faut savoir que l'Antarctique, c'est à peu près 12 millions de kilomètres carrés et les tailles les plus importantes étaient de l'ordre de 26 millions de kilomètres carrés. Donc c'est vraiment un phénomène massif. Et là, vous voyez aussi
la valeur d'ozone, en fait, le contenu intégré d'ozone, sa diminution très rapide dans les années 80-90, et puis ensuite sa stabilisation grâce au protocole de Montréal, et de même pour la taille du trou d'ozone. Donc le trou, comme il y a toujours du chlore, suffisamment de chlore pour qu'il se forme dans la stratosphère, il se forme tous les ans. Donc la saison du trou d'ozone, ça commence fin d'août et puis en novembre, même le vortex polaire peut durer jusqu'en décembre. Donc là, on est en pleine saison du trou d'ozone. Il se trouve que cette année, en fait, il est petit parce qu'il y a aussi la variabilité climatique naturelle qui fait que des fois, les températures sont plus ou moins élevées au-dessus de la stratosphère. Donc en 2020-2022, il était très grand. 2023, taille moyenne, et 2024, assez petit, et là, il y a eu des communications. Malgré cette variabilité, on arrive quand même à évaluer les tendances, et donc on a pu démontrer qu'il y avait une diminution significative du trou d'ozone en septembre, c'est-à-dire qu'il se forme de plus en plus tard, l'ozone est moins détruit, voilà, mais c'est une tendance assez faible, mais significative. Par contre, il y a trop de variabilité en octobre pour qu'on puisse encore détecter une tendance significative. Alors, ça, tu as montré, c'est ce qui se passe. Donc, en Arctique aussi, on a une très très forte variabilité. Donc, on a des destructions très importantes certaines années, comme en 97, 2011, 2020 aussi, déjà 2020, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, on essaie de distinguer des tendances, mais la variabilité est très très forte. Et puis dans les latitudes moyennes, on voit qu'à l'échelle globale, eh bien, on a vu cette diminution avec un effet d'un volcan qui a induit encore plus de destruction au début des années 90, et puis stabilisation actuellement. Et donc on est en train d'essayer de détecter le signal de rétablissement de la couche d'ozone. On a une destruction plus importante dans l'hémisphère sud du fait de l'apparition du trou d'ozone antarctique, qui est beaucoup plus fort dans l'hémisphère nord, en Arctique. Et puis on a relativement peu de destruction au tropique. Alors qu'est-ce qui se passe pour le rayonnement UV ? Eh bien, le rayonnement UV, comme il est absorbé par l'ozone, s'il y a moins d'ozone, il y a plus de rayonnement UV. Donc, vous voyez ici, on a pu observer ici. Donc, ce qui est représenté ici, c'est l'indice UV suivant la saison dans différents endroits. Donc là, c'est en Alaska, à Palmer, enfin la péninsule antarctique. À 64 degrés sud, donc dans le vortex polaire. Et donc là, on voit qu'on a des indices UV qui sont de l'ordre de 14 jours. Enfin, à Paris, en été, l'indice UV maximal, c'est de l'ordre de 8 à peu près. Hein. Donc, des indices UV de 14 à 64 degrés sud, c'est vraiment très important. Et puis, voilà, et donc ça se compare à des valeurs qu'on peut observer à San Diego, en Californie, à 32 degrés de latitude nord. Et l'évolution du rayonnement UV de surface, donc là c'est représenté entre 1979 et 2008. En fait, ce qui se passe, c'est que finalement, il y a l'indice UV, le rayonnement UV est affecté, est piloté en fait de surface. Il est piloté par la quantité d'ozone qu'on a au-dessus de notre tête, mais aussi par les nuages et par les aérosols. Et donc, finalement, on a, maintenant que la destruction d'ozone s'est arrêtée, l'augmentation de l'indice UV, enfin du rayonnement UV à la surface était importante, était causée par l'ozone jusque dans les années, fin des années 90, et maintenant c'est plus un effet des aérosols et des nuages. Donc, là, ce qu'il faut quand même souligner, c'est le monde évité par le protocole de Montréal. Donc, il y a eu un certain nombre de publications là-dessus, sur le fait que si on n'avait rien fait, en fait, l'ozone aurait diminué et on serait arrivé, donc là, on est à peu près ici, à des valeurs de 200 Dobson units par rapport, enfin, moins de la moitié de ce qu'on pouvait observer dans les années 60. Et ça, c'est pour l'Arctique et ça, c'est pour l'Antarctique. Donc, on aurait eu des valeurs très, très faibles.
Pour le rayonnement UV, eh bien, voilà ce qu'on a évité. En fait, c'était ça vraiment le problème, et c'est ça qu'il fallait éviter. Donc, en fait, on aurait eu, si on n'avait rien fait, en fait, on aurait pu avoir des indices UV qui seraient allés au-delà de 15, 30, enfin des valeurs qu'on n'observe jamais actuellement avec l'atmosphère actuelle. Et puis, il y a un article aussi qui est paru récemment sur le fait que finalement le protocole de Montréal, il a protégé le puits de carbone terrestre parce que le rayonnement UV, il agit aussi sur les écosystèmes. Et donc, si on n'avait pas eu le protocole de Montréal, eh bien, il a été évalué qu'il y aurait eu beaucoup plus de CO2 parce que le puits de CO2 par la végétation aurait été beaucoup moins efficace. Et en termes de santé, donc, il y a eu aussi une étude qui a montré que, en fait, on a évité un certain nombre de nouveaux cas de cancer de la peau par an. Et donc ça, c'est dans les régions qui sont les plus affectées, enfin l'Australie, les États-Unis, et enfin là où aussi, parce qu'il faut savoir que les cancers de la peau sont aussi liés au phototype de la peau, donc ça dépend aussi de la population qui vit dans les régions. Donc on a pu montrer qu'il y avait aussi là 2 millions de cancers de la peau qui avaient été évités par an en 2030. Alors, oui. Donc, j'ai essayé d'aller un peu plus vite. Donc, il y a aussi le lien ozone-climat. L'ozone est un gaz radiatif, donc il agit sur le climat, et le climat agit sur l'ozone. Donc là, c'est un cartoon là, qui vous montre ce que des gens pouvaient penser, pourquoi ne pas finalement laisser s'échapper les gaz à effet de serre du trou dans la couche d'ozone. En fait, effectivement, c'est un peu plus compliqué que ça, à cause de ces problématiques-là, le fait que finalement la température qui est liée au gaz à effet de serre va agir sur l'ozone, le soleil va agir sur l'ozone aussi, il y a les gaz CFC, il y a les gaz à effet de serre, certains agissent sur l'ozone, certains non, donc le méthane et le N2O, comme l'a dit François-Marie, agissent sur l'ozone. Le méthane agit sur la vapeur d'eau qui elle-même agit sur la température. Il y a les phénomènes de transport. Enfin voilà, donc c'est quand même relativement compliqué. Il y a des gros modèles qui sont mis en œuvre pour essayer de voir l'évolution de la couche d'ozone en fonction de ces différents mécanismes. Et là, c'est des figures que je vous montre du dernier rapport de l'évaluation de la couche d'ozone qui date de 2022. Donc, il y a bien une diminution de l'abondance des SAO, des substances appauvrissant la couche d'ozone. Donc là, on est à peu près ici. Et puis après, l'évolution va dépendre suivant les scénarios du changement climatique, avec finalement pour la couche d'ozone des scénarios, les scénarios les pires pour le climat finalement induisent une augmentation plus importante de la couche d'ozone, que vous pouvez voir ici, alors que ceux qui sont les plus favorables, c'est-à-dire les bleus ici, low climate forcing, montrent que on ne revient pas tout à fait au niveau des années 60, mais bon, il y a une grosse incertitude, et puis là vous voyez la marge d'erreur de tous les modèles, avec en plus les différents scénarios. Alors, un autre point important qui est apparu dans les années 2010, c'est on s'est rendu compte que le protocole de Montréal en fait, avait protégé le climat, puisque, et François-Marie l'a montré aussi, ces gaz chlorés, ce sont des gaz à effet de serre très importants, qui ont en plus des pouvoirs de réchauffement global qui est beaucoup plus important que celui du CO2. Et donc vous pouvez voir la valeur ici, 10 300 fois celui du CO2 pour le CFC12. Et donc, même s'ils sont en quantité bien plus faible que le CO2, du fait de ce pouvoir de réchauffement global beaucoup plus élevé, ils vont quand même avoir une influence sur le climat. Et on s'est rendu compte, en fait, c'est ce qu'on voit ici, que le protocole de Montréal, en 2012, avait évité environ 12 gigatonnes équivalents de CO2 par an, à comparer aux objectifs de Kyoto, qui étaient à l'époque de 2 gigatonnes de CO2 par an, à peu près. Et donc, sachant qu'on a des émissions à l'échelle mondiale actuelle de l'ordre de 40 gigatonnes, 40-45 gigatonnes de CO2. Mais
il faut aussi faire attention aux substituts, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on évite un problème qu'il ne faut pas faire attention à ce qu'on a mis en place pour éviter ce problème. Et donc, on a ces substituts des CFC. Donc, une première gamme de substituts, c'est les HCFC, où on ajoute un atome d'hydrogène qui permet de diminuer la durée de vie des CFC, et donc, mais qui détruisent l'ozone. Et après, on a promu la deuxième gamme de substituts, qui sont les HFC, donc sans chlore, mais donc qui ne détruisent pas l'ozone, donc ça on pensait que c'était parfait, mais ce sont aussi des gaz à effet de serre très puissants. Et donc là, c'est ce qu'on a pu voir ici, en fait, qu'il pouvait finalement le bénéfice du protocole de Montréal qu'on peut voir ici en tonnes évitées, eh bien, il pouvait être annulé par les émissions de cette deuxième gamme de substituts. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu donc en 2016 l'adoption de l'amendement de Kigali au protocole de Montréal pour réguler les HFC. Et donc ça, c'était très intéressant parce qu'on utilisait, et en diplomatie climatique, environnementale, c'est un peu une première, parce que normalement, un protocole, il est régi, il a des objectifs et les dispositions doivent être liées à cet objectif. Or, il se trouve que le protocole de Montréal, c'est pour protéger la couche d'ozone. Et il n'est pas fait pour protéger le climat. Mais comme c'est un processus qui est très long, que les diplomates se connaissaient, etc., il a été admis finalement que c'était plus intéressant d'utiliser le protocole de Montréal pour réguler ces HFC, parce que les acteurs se connaissaient, l'industrie chimique, etc. Donc, c'était beaucoup plus efficace de garder ce protocole pour réguler les HFC, d'où l'amendement de Kigali. Et donc, on a réglementé ces hydrofluorocarbures, et l'objectif étant de pouvoir réduire le réchauffement global dû aux HFC en 2100 de 0,3 à 0,5 degrés, qui était prévu, si on n'avait rien fait, de 0,5 degrés à moins de 0,1 degré. Donc là, d'autres gaz sont proposés ayant un pouvoir de réchauffement global plus faible pour être utilisés dans les installations de climatisation et de réfrigération. Alors, quels sont donc on pense que le problème est réglé, qu'il n'y a pas on a quand même bien agi pour protéger la couche d'ozone. Par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des petits problèmes, des petites accroches sur le protocole de Montréal. Il y a eu en particulier, finalement, sur le long terme, on se rend compte qu'il faut garder cette mémoire, parce qu'on s'est rendu compte qu'en Chine, par exemple, il y a eu des émissions, des industries ont recommencé à fabriquer du CFC parce qu'ils se sont dit c'est pas cher, ils avaient oublié cette histoire de protocole de Montréal. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait il y avait un non-respect du protocole par un certain nombre d'industries chinoises. Donc il faut continuer à surveiller et il ne faut pas se dire ça y est, c'est fait, il n'y a plus de problème. Il peut toujours y avoir des personnes qui ont oublié et qui peuvent se remettre à fabriquer des gaz qui vont détruire l'ozone. Après, il y a des événements exceptionnels qui peuvent affecter la couche d'ozone. Donc les volcans, on sait que les volcans, puisqu'ils injectent des aérosols dans la stratosphère, qui jouent le rôle de PSC, mais de façon beaucoup moins, de nuages polaires, mais de façon beaucoup plus faible, puisqu'ils ont beaucoup moins de surface. Mais on a vu, lorsqu'il y avait eu l'éruption du volcan Pinatubo en 1991, que les particules de ces aérosols avaient détruit l'ozone de façon limitée sur 2 ans, mais on a bien pu voir cette destruction. Donc là, il y a aussi des volcans qui sont moins importants. On n'a pas eu d'éruption volcanique aussi importante que celle du mont Pinatubo de 1991, mais il faut rester attentif. Il y a les feux de biomasse aussi qui, quand ils sont très intenses, ils injectent des aérosols dans la stratosphère. Et on a pu démontrer que ces feux, ils détruisent aussi l'ozone. On a eu un volcan qui est entré qui est l'éruption du volcan Unga Tonga, qui a injecté de très grandes quantités d'aérosols et de vapeur d'eau en 2022. Alors là, ça a été vraiment aussi encore la surprise parce que ce volcan, qui était un volcan sous-marin, il a injecté des quantités de vapeur d'eau tellement importantes, c'était 13% d'augmentation de la masse de vapeur d'eau dans la stratosphère,
qui a été injectée par le volcan Unga Tonga, et la vapeur d'eau entre dans les cycles de réaction de l'ozone. Et on a pu voir aussi des aérosols jusque vers 50 km. Donc c'est la première fois qu'on voyait des aérosols à aussi haute altitude. On a aussi des gaz qui ne sont pas réglementés par le protocole de Montréal. C'est des gaz, des espèces halogénées à très courte durée de vie qui sont émises par l'industrie. Donc bon, là c'est en quantité relativement faible, mais il faut être attentif. Il y a aussi le développement massif des constellations de satellites, Starlink, etc. Donc là aussi, ça peut laisser des aérosols, les débris peuvent laisser des aérosols dans la stratosphère. Donc dès que ça devient massif, il faut qu'on commence à surveiller. Et puis il y a cette question de géo-ingénierie solaire, l'injection d'aérosols dans la stratosphère pour refroidir le climat de surface, qui est quelque chose qui est assez étudié actuellement et qui aurait aussi un effet sur la stratosphère. Donc, juste rapidement, donc, c'est ce qui s'est passé avec la Chine. Donc, en 2012-2019, et c'est là où je souligne encore l'intérêt d'avoir des mesures vraiment de long terme, parce que, en fait, c'est le réseau de mesures de la NASA qui a constaté que finalement, la baisse de CFC, en fait, elle avait ralenti et puis finalement, elle s'inversait. Et on s'est demandé d'où ça venait, etc. On a pu pointer, on a pu tracer en fait les masses d'air qui provenaient de la Chine. Et c'est aussi intéressant, même d'un point de vue diplomatique, en fait, parce que le protocole de Montréal ne fait pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions. En fait, bon. Mais par contre, la Chine, faisant partie des parties du protocole de Montréal, s'est rendu compte qu'ils avaient un problème. Ils n'ont rien dit, mais en fait, en 3 ans, il n'y avait plus les mesures qui étaient effectuées en Australie. Là, on voit que c'est revenu à la normale. Donc, c'est encore la vertu de ce protocole d'arriver à faire en sorte qu'on règle les problèmes comme ça quand on les constate. Et puis, c'est l'injection des aérosols. Donc là, je vais passer rapidement, mais donc en fait, pour pouvoir, ce qu'on appelle le peak shaving, on se dit qu'on ne va pas arriver à réduire les émissions suffisamment vite. Donc, pour éviter d'avoir des températures dangereuses pour l'humanité, des phénomènes climatiques trop importants, eh bien, on pourrait injecter des aérosols dans la stratosphère. Et comme je vous l'ai dit, quand la quantité de chlore est élevée dans la stratosphère, avoir des aérosols, ça induit une destruction de l'ozone. Donc, il y a pas mal d'études qui sont faites à ce sujet, et en fait on voit qu'il y aurait un retard à la disparition du trou d'ozone de 25 à 50 ans. En plus, il y a plein de problèmes, je ne vais pas développer ici, mais c'est un problème qui est très controversé. Voilà, donc il y a beaucoup de discussions à ce sujet, mais c'est vrai qu'il y a d'autres impacts qui sont des impacts climatiques, il y a des problèmes de gouvernance, etc. Mais c'est très financé pour l'instant, donc beaucoup de financement public et privé. Donc, conclusion, j'espère que j'ai pu vous montrer que le protocole de Montréal avait été très efficace pour protéger la couche d'ozone. Donc, il y a une longue durée de vie de ces substances. Le retour de la couche d'ozone va prendre du temps, entre 2035 et 2065, suivant les latitudes et aussi suivant le changement climatique. Donc on a vraiment sauvé l'humanité, on a permis d'éviter de fortes augmentations du rayonnement UV. On a aussi protégé le climat d'une certaine... enfin, maintenant, l'effet du CO2 est tellement important, mais enfin, il faut quand même le souligner, chaque dixième de degré compte. Et puis, il faut continuer à surveiller la couche d'ozone parce qu'il y a toujours des menaces et c'est un gaz qui est vital pour la vie sur Terre. Alors je voudrais juste conclure, parce qu'on parle toujours de problématiques de l'ozone et du climat. Donc en fait, à comparer, ce sont deux problématiques globales qui en fait menacent la survie de l'humanité sur Terre. D'un point de vue scientifique, on voit que dans le cas de l'ozone, on a eu ce qui était instrumental, c'était vraiment les mesures de Halley B. Il y a eu la courbe de Killing pour le CO2, donc c'est l'intérêt de ces mesures à long terme pour pouvoir vraiment bien voir l'évolution des phénomènes. Et ces observations, il faut souligner aussi, c'était mu par le seul intérêt scientifique. Il n'y avait pas, parce que maintenant on dit toujours il faut faire la science pour la société, etc. Là, c'était juste pour savoir comment ça a évolué. Et donc c'est extrêmement précieux parce que ça permet ensuite de pouvoir détecter des phénomènes.
Et justement, ces phénomènes n'étaient pas perceptibles à la surface. En fait, c'est parce qu'il y avait ces mesures à long terme qu'on a pu les détecter. C'est des perturbations qui sont très longues à évacuer du système Terre, donc plus rapidement on agit et on évite les dangers les plus importants. Dans le cadre de l'ozone, le point de rupture, ça a été l'apparition du trou d'ozone au-delà d'un certain niveau de chlore dans la stratosphère. Pour le climat, on commence à voir qu'il y a un certain nombre de phénomènes, etc. On commence à parler des points de bascule, mais il y a beaucoup d'incertitudes et tout ça. Dans le cas de la preuve, en fait, on voit pour l'ozone, ce qui a été en américain, c'était le smoking gun, c'était les mesures en avion stratosphérique. Ça a montré vraiment, ça a pointé du doigt la responsabilité de ces CFC. Pour le climat, c'est un peu plus compliqué, c'est pour ça que ça prend plus de temps. Mais on a eu aussi des controverses similaires, sauf que pour le climat, ça dure plus longtemps, parce que ça engage beaucoup plus la société, ça engage beaucoup plus d'industries. Enfin voilà, ça engage notre mode de vie, alors que pour l'ozone, c'était quand même beaucoup plus limité. Et les leçons, pour terminer, les leçons du protocole de Montréal, les spécificités de ce protocole, c'était qu'il y avait une seule industrie chimique qui était concernée, qui était dominée par les EUSA à l'époque, Dupont de Nemours. C'est lui qui a décidé, puisque c'est le président de Dupont de Nemours a dit on arrête la production de CFC. On a mis tout de suite le fait que la science devait piloter le protocole, et à l'époque, Dupont de Nemours avait son propre modèle pour évaluer les connaissances, ce qui est le cas des pétroliers actuels pour le climat, sauf qu'ils ne sont pas inclus dans le GIEC. Là, à l'époque, le modèle de Dupont de Nemours, il était inclus dans les rapports d'évaluation de la couche d'ozone. Donc, le fait qu'il y avait des premières alertes, donc ça a pris du temps, mais les industries chimiques se sont dit « Ah, il y a peut-être quelque chose, on va peut-être commencer à réfléchir, des fois que ça nous cause problème, etc. » Donc, ils ont commencé à réfléchir à des substituts. En plus, à l'époque où ça a été signé, le problème était focalisé sur un petit nombre de nations et dominé par les USA à l'époque. Et l'analyse du coût-bénéfice a été jugée intéressante. Et donc, Dupont de Nemours, le président, était très influent à cette époque. On a mis aussi en place un fonds multilatéral pour la prise en compte de la responsabilité différenciée des nations. Donc ça, c'est aussi très important. Et puis, le caractère pionnier de ce protocole, je pense qu'il faut le souligner aussi, sa robustesse. On a mis en place l'amendement de Kigali pour protéger le climat. On a arrêté très rapidement, la Chine a arrêté ses émissions dès qu'elle a vu qu'elle était mise en cause sur le plan diplomatique. Voilà. Et donc, c'est sa robustesse et sa souplesse, en fait. Voilà. Et je vous remercie de votre attention.